Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La révision du Code de la famille témoigne de la volonté de concilier modernité et tradition au sein de la société marocaine. La Moudawana s'inscrit dans le cadre des hautes orientations royales visant à moderniser la Moudawana tout en respectant les valeurs religieuses et sociétales marocaines et reflète une volonté de promouvoir un dialogue inclusif. Une réforme pour adapter la législation aux réalités sociales tout en respectant les fondements religieux. Dans le cadre de cette réforme, plus de 100 propositions ont été analysées. Le Conseil supérieur des oulémas a apporté son avis sur plusieurs propositions garantissant leur conformité avec les préceptes de la charia, des propositions qui seront ensuite soumises au vote du Parlement. Réforme du Code de la famille, quels sont les principaux points à retenir? On en parle ce soir avec vous, Madame Kalima Ghanem. Vous êtes présidente du Centre international de la diplomatie. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci de m'avoir invitée. Alors, cette nouvelle réforme, cette nouvelle Moudawana, une réforme qui était très attendue, quels sont les principaux points qui ressortent, qu'il faut retenir principalement? Effectivement, cette réforme, elle est l'une des réformes très importantes dans le chantier de réforme de l'arsenal juridique au Maroc, vu l'importance du processus qui a été élaboré pour la réforme du Moudawana, dans le sens où cette Moudawana, elle est un code pour la famille et pas un code pour la femme. Donc pour la famille, c'est-à-dire homme, femme et l'intérêt suprême de l'enfant. Et c'est le processus, il est très important. Nous avons nous-mêmes participé à ce processus par une force de proposition pour la révision de cette Moudawana qui contient 400 articles. Donc il y a 139 propositions qui ont été soulevées à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et puis il y a 17 propositions qui ont été soulevées au Conseil des oulémas. Donc, le Conseil, il est l'institution constitutionnelle qui est habilitée à prononcer des fatwas. Donc, il y avait plusieurs propositions de discorde parce qu'il y a des textes juridiques dans la Moudawana qui sont basés sur la charia. Donc, d'où la nécessité d'avoir l'avis des oulémas pour prononcer une jurisprudence. Donc, certainement, il y a beaucoup de propositions qui ont été acceptées. Donc, parmi les 17 propositions, 14 propositions ont été acceptées par le Conseil, y compris 3 ou 4 propositions où il y avait d'autres propositions alternatives. Et puis, il y a 3 propositions qui n'ont pas été retenues par le Conseil. Cependant, bien sûr, le processus nécessitera encore plus de débat et un autre processus qui va se déclencher, c'est-à-dire voilà. Quelles sont les étapes à suivre? Les étapes à suivre, c'est la proposition d'un projet de loi par le gouvernement qui sera présenté au Conseil du gouvernement, puis Conseil des ministres, puis présenté au Parlement pour le vote. Donc, il y a tout un chantier, il y a encore plus de plaidoyer, de débat pour mieux comprendre et assimiler ces propositions, parce que ces propositions n'ont pas encore été élaborées, donc à la fois par rapport à leur impact au niveau de la famille, au niveau de la société, mais aussi au niveau des décrets d'application, parce que Sa Majesté l'a bien précisé dans les différents discours, la Moudawana avait des problèmes au niveau principalement de mise en application. Donc, d'où la nécessité d'avoir des textes de loi qui sont très clairs et bien entendu réglementer les exceptions pour ne pas ouvrir l'opportunité à des interprétations. Comme aujourd'hui, on voit le débat actuel et parfois un faux débat dans les réseaux sociaux, il est basé sur des appréciations ou des interprétations personnelles et des incompréhensions, à la fois des textes juridiques. Une grande partie des personnes qui discutent aujourd'hui n'ont jamais lu la Moudawana. Et puis il y a les idées reçues. Voilà, et encore plus, c'est la malcompréhension des textes religieux, d'où la nécessité d'avoir un dialogue continu avec les oulémas
pour mieux comprendre surtout les textes de discorde basés sur la charia et aussi avoir une campagne de sensibilisation et de communication pour le grand public pour qu'il puisse assimiler ces réformes. Justement, quand on parle de ce grand public, ces propositions, comment elles ont été accueillies? Quelles étaient les réactions? Les réactions ont été très différentes. Donc, les activistes de la société civile, ils ont salué la grande partie des propositions parce que ils ont été retenus principalement. Je citerai la garde partagée, la tutelle, les procédures de mariage et de divorce, le mariage des enfants et d'autres procédures. Mais bien sûr, il y a encore plus des propositions qui n'ont pas été retenues et des propositions qui ont des alternatives, mais elles ne correspondent pas au seuil des attentes de la société civile. Et bien entendu, il y a un autre camp qui n'a pas apprécié les réformes, comme on a dit, basées sur la non-compréhension des textes et des propositions. D'où le besoin d'éclairer un petit peu le public. Exactement. Et c'est ce qu'on va faire ce soir avec vous, Madame Ghanem. Justement, on va parler de cette tutelle partagée entre les parents, le maintien de la garde aussi de l'enfant pour une femme qui se remarie. Est-ce que c'est un soulagement aujourd'hui pour les femmes, pour les mères? À mon avis, la garde partagée, oui. Déjà, on a vu des signes avant les propositions qui ont été communiquées par rapport à la facilitation d'octroi du passeport par les autorités. Donc déjà, c'est un soulagement. Donc la garde partagée et la tutelle, elle est très importante et je pense que c'est la chose la plus importante par rapport au niveau de souffrance des mères et aussi la problématique par rapport à l'intérêt suprême des enfants. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un code de la famille, c'est pas un code qui est fait par exemple pour la femme seulement, c'est pour la famille des enfants et cette tutelle partagée protège les intérêts suprêmes de l'enfant, justement, en premier lieu, l'intérêt au niveau de l'enseignement, de la santé. Justement, je voudrais citer juste un petit exemple. Aujourd'hui, on a 17% des femmes qui sont chefs des familles. Donc, c'est la femme qui s'occupe des enfants, elle a la garde, elle paie les frais de scolarité. Et quand elle a besoin d'un simple certificat de scolarité, elle a besoin de l'accord du père. Donc, premièrement, c'est une surcharge aussi pour le père qui doit se déplacer à chaque fois pour signer un papier administratif. Et aussi, c'est les enfants qui perdent. Donc, en cas de divorce où il y a un discorde entre la femme et l'homme, c'est les enfants qui perdent. Donc, je pense que ce changement soulage beaucoup la famille et pas uniquement la femme. Donc, la famille se constitue à deux. Les enfants se font à deux, donc d'où la nécessité d'avoir la garde partagée. Il nous reste 4 minutes, donc on va essayer d'aborder les autres sujets aussi rapidement que possible. Il y a cette proposition qui ressort aussi, celle de l'obligation de la pension alimentaire. Oui. Donc pour l'épouse, dès conclusion du mariage, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui change? Par rapport à la pension alimentaire, elle est déjà réglementée selon le Code de la famille, selon l'article 194. Donc, elle est obligatoire déjà, mais elle est obligatoire quand le mariage il est effectif. Parce que selon les coutumes marocaines, une grande partie des couples se marient, mais le mariage est effectif après la cérémonie de mariage. Donc parfois, ils attendent une année ou plus pour avoir le mariage effectif. On l'appelle mariage consommé, non consommé. Mais aujourd'hui, la pension alimentaire va se faire automatiquement après la conclusion du contrat de mariage. C'est ce qui change. Voilà. Et il ne faut pas confondre la pension alimentaire qui inclut le foyer, les besoins médicaux, la pension, etc., ce qui est normal, avec la pension alimentaire qui est accordée après le divorce. Donc, pour les 3 mois d'attente de divorce, il y a une pension alimentaire qui inclut la pension, l'hébergement et la garde. C'est différent. Et aussi la pension alimentaire que le père doit fournir pour ses enfants. Donc, c'est là où
il y a un malentendu, une malcompréhension. Donc, il faut très bien expliquer ces procédures pour mieux comprendre et assimiler les besoins, les obligations et les droits. Parlons maintenant de la protection du droit au logement pour l'époux. Dans le cas de décès, donc pour l'époux qui survit, c'est une mesure qui protège les deux conjoints, que ce soit l'homme ou la femme, n'est-ce pas? Pour revenir à ce code qui est fait pour la famille. Justement, par rapport à la question d'héritage, je pense qu'il y a une évolution par rapport au jtihad. Donc, les héritiers aujourd'hui ne peuvent pas déloger toute une famille à cause d'un décès d'un des époux. Donc, c'est pour le veuf et la veuve. Et aussi, par rapport à l'héritage des filles, je pense que les oulémas, ils ont proposé la possibilité d'un testament ou une donation sans l'acquisition effective. Et c'est à la fois aussi pour les enfants adoptifs et aussi pour les époux de confessions religieuses différentes. Donc, mais je pense qu'il y a encore un débat dans ce sens en ce qui concerne la manière d'application de cette procédure, ainsi que pour la gestion des biens acquis pour les deux couples. Aussi, je pense, l'un des propositions qui sont importantes, c'est la valorisation du travail domestique de la femme, mais reste comment quantifier ce travail et comment va être appliqué au niveau des décrets d'application. Dernier point qu'on va aborder, faute de temps, le divorce consensuel qui fera l'objet aujourd'hui d'un contrat donc direct entre les deux époux. Je pense que c'est une chose très importante, à la fois pour alléger les tribunaux, donc la facilitation des procédures administratives. Donc pour le mariage consensuel, ils n'ont pas besoin d'entamer une procédure au niveau du tribunal, donc ils se limitent au Adoul. Et puis, je pense que même aussi pour le mariage de discorde, la période maximale de traitement des dossiers sera 6 mois. Donc, je pense que c'est très important. Et une chose aussi qui, à mon avis, va faciliter cette procédure, c'est la création de l'institution de médiation et aussi le renforcement des capacités des personnes qui postulent pour le mariage, pour la préparation des mariages, pour connaître les droits et les obligations. Merci à vous, Madame Karima Ghanem. Faute de temps, on ne pourra pas en parler plus longtemps de ce sujet important, mais on pourra peut-être en parler lors d'une autre émission. Je rappelle que vous êtes présidente donc, du Centre international de diplomatie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Nouveau sujet. Très bonne année.